Bonjour et bienvenue à la table de la quotidienne numéro 23 en partenariat avec Sabre et Avis. Tourisme durable, écotourisme, tourisme vert, tourisme responsable, autant de notions qui mettent en avant le respect de l'environnement, des populations locales et la mise en place de pratiques vertueuses. Cet écosystème, au sens écologique et économique, est-il vraiment reconnu à sa juste valeur? Pour nous aider à y voir clair, je reçois aujourd'hui Alain Capestan. Vous êtes directeur général du groupe Voyageurs et PDG de Comptoir de Voyage. Absolument. Emmanuel Foiry, PDG du groupe Faune France. Bonjour. Bonjour. Julien Buot, vous êtes donc directeur d'Agir pour un tourisme responsable, ATR, et également secrétaire secrétaire des acteurs du tourisme durable, ATD. Bonjour. C'est cela? Bonjour. Exactement. Christian Orofino, vous êtes conseil de Salin et Holiday et vous présidez Tour Conseil également. Bonjour. Julien, en 2 mots, pouvez-vous nous donner une définition du tourisme durable qui soit compréhensible par le client? C'est une déclinaison des principes du développement durable que beaucoup d'entre vous connaissent maintenant, appliqué au tourisme et à l'ensemble des métiers du tourisme. On va beaucoup parler de voyage aujourd'hui, mais il y a aussi le transport, l'hébergement. Et donc les principes du développement durable, je les rappelle néanmoins, prospérité économique, protection de l'environnement et cohésion sociale. On verra un petit peu plus tard quelles sont les déclinaisons pratiques de ces grands engagements appliqués au tourisme. D'accord. Christian, vous êtes d'accord sur cette définition courte mais efficace? Oui, complètement. Je rajoutais simplement que ça se décline sur 2 volets, le volet environnemental et le volet sociétal, qui sont les 2 thèmes principaux pour le tourisme, puisque ce sont aussi pour le tourisme les matières premières des voyages, que sont l'environnement, les hommes et leur environnement. Donc, c'est ces 2 aspects-là qui font le développement durable dans le tourisme. D'accord. Alors, quel est l'état des lieux du tourisme durable en France et dans le monde en matière générale? Vaste question. Qui veut s'y atteler? C'est pas 40 minutes qu'il faut. On va essayer de le faire court. On va rester pour le dîner. Non, écoutez, moi je me sens d'ailleurs même un petit peu, là j'ai trois confrères qui, je sais, sont engagés depuis de très très longues années et je me considère un peu comme le novice en la matière, un peu le... Non, pas tant que ça, pas le candidat. Non, mais ce que je veux dire, même à titre comme citoyen normal. D'ailleurs, aujourd'hui, tous les citoyens sont concernés par, au sens large, durable. Et puis d'ailleurs, sur les définitions, je ne sais pas s'il faut théoriser les définitions. On peut parler de préserver la planète, de préserver son prochain, et ainsi de suite. Voilà, mais je vais laisser Julien répondre à cette difficile question de l'état du tourisme durable. Avant de redonner la parole à Julien, vous y êtes mis pas mal de temps. Vous parlez d'engagement, en fait, je crois qu'on ne peut pas comprendre ça dans le mode dans lequel les entreprises y rentrent sans intégrer cette dimension engagement. Je pense qu'avant toute chose, ce sont des dirigeants qui s'engagent à rentrer dans cette démarche vertueuse. Et sans ça, en fait, il ne se passe rien. Pourquoi? Plusieurs raisons. D'abord parce qu'il faut convaincre en interne dans l'entreprise d'adhérer à ce type de process. C'est souvent des contraintes, c'est souvent du temps, c'est des contraintes organisationnelles, mais aussi des contraintes en matière d'achat. Et donc, dans nos métiers du voyage, ça accroît la difficulté. Et puis, il faut aussi se ranger aux évidences. Ce sont des contraintes financières, parce que faut dégager des budgets, il faut des gens pour s'en occuper, il faut mettre en place une organisation, il faut vérifier tout ça de manière à ce que on obtienne le résultat attendu. Et très souvent aussi, si on veut faire des actions complémentaires, en dehors de ce qu'on parlera, j'imagine aussi tout à l'heure, ce qu'on appelle les labels ou les certifications, si on veut aussi travailler sur des phénomènes types de compensation, c'est clair que ça a un coût. Ce coût-là, derrière, il peut être répercuté aux clients ou être prélevé sur les résultats d'entreprise. En toute hypothèse, ça a un coût. Et donc, l'engagement des dirigeants de l'entreprise, de leurs actionnaires, est un élément indispensable. D'accord.
Et parfois, j'interromps parce que j'ai vu comprendre que c'était un, Ah oui, 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 non, mais un débat libre. tout le monde interrompt. Parfois, Alain cite les dirigeants, mais ça peut aussi venir de collaborateurs. Je sais que chez nous, on a parfois été aiguillonnés par des collaborateurs qui avaient des sensibilités où on découvrait qu'ils travaillaient dans des associations, etc., et qui nous mettaient, et j'ai envie de dire, également à contribution, comme quoi, comme je le disais tout à l'heure, c'est bien la responsabilité de toutes et tous, et c'est citoyen, quoi. Et c'est vrai que chez nous, on a des personnes, on ne le savait pas, qui ont travaillé dans des ONG, etc., on les découvre, et ça aiguillonne bien les dirigeants si jamais ils n'avaient pas forcément de feeling ou d'accroche. Voilà, donc je voulais juste... entre guillemets, D'accord. Donc l'implication des dirigeants, l'implication des collaborateurs, mais au-delà de ça, il y a une question quand même qui est, à mon avis, importante. Le tourisme, votre métier, notre métier, implique des déplacements de personnes, qui soient du tourisme de masse ou bien alors du tourisme individuel. Et ces déplacements de personnes ne sont pas sans conséquence sur l'écosystème de notre pays, nos régions, nos villes, et les pays qui sont un petit peu plus loin. Comment on peut rendre ça compatible, le tourisme de masse et le tourisme durable, Christian? Je sais que vous avez la réponse. Non, j'ai pas la réponse. Parce que si je l'avais... Je serais ministre du tourisme. Voilà. Le chiffre, c'est 1 milliard de touristes et 4% d'augmentation tous les ans. C'est le chiffre de l'OMT. Comment concilier un peu les deux démarches, la démarche économique et la démarche écologique? Pour ma part, et chez Salin, cette conciliation se fait dans la compensation. Je vous interromps. C'est quoi la compensation dans le tourisme? Alors la compensation, elle peut prendre plusieurs formes. On parle souvent de la compensation carbone pour compenser les émissions de CO2 liées notamment au transport aérien, parce que c'est ça qui impacte énormément la facture énergétique des voyages, notamment les voyages lointains. Et donc il y a plusieurs manières de compenser. Participer à des projets de reforestation, puisque la forêt, en poussant, capte le CO2 qui est émis par ailleurs par les avions, entre autres. Et puis, il y a d'autres moyens, c'est de participer à des projets de financement d'économie d'énergie ou de développement d'énergie propre dans des endroits où, si on n'arrivait pas avec ces financements-là, ils ne se seraient pas développés. Donc, on développe beaucoup des systèmes de cuisson beaucoup plus performants dans les pays en développement, parce que l'enjeu, c'est aussi de donner une dimension sociale à ces projets-là. Donc, c'est ainsi qu'on peut compenser, voire même neutraliser, en fait, les émissions de CO2 de nos voyages. D'accord. Donc, chez Salin, ça se passe comment? Chez Salin, il y a deux compensations. Il y a une compensation qui date de l'année dernière, qui est une reforestation de forêts bretonnes. Il y a une deuxième compensation qui est une compensation sociétale. Salin fait du tourisme durable comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Ça fait des années qu'il fait participer des populations locales au programme touristique. Je vous ai pris un exemple des tisseuses péruviennes qui l'aident en leur payant des matières premières et en leur payant un designer pour qu'elles produisent une fabrication vendable au tourisme. Ça a permis à cette communauté économique de pouvoir vivre et s'autosuffire. Et les touristes vont visiter ces communautés. Il y a une immersion, donc ça fait partie aussi du tourisme durable, descendre des cars, sortir des hôtels pour aller voir les populations de près. Et là, Salin participe à l'évolution économique de ces communautés et emmène ses clients pour qu'ils prennent conscience un peu de la réalité sociale. Voilà quelles sont les compensations, qui ne sont pas des compensations, et là je rends hommage à Voyageurs du Monde, qui ne sont pas des compensations scientifiques, j'allais dire, parce qu'on calcule ces émissions et on compense. Là, on sent une responsabilité sociétale vis-à-vis des populations qu'on investit, puisque on est invité par ça. On sent une responsabilité sociétale et on essaye de compenser pour leur donner un niveau de vie, pour leur donner des moyens de bien accueillir les touristes et en même temps de pouvoir mieux vivre eux-mêmes leur communauté. Voilà. D'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais je pense que quand vous citez le tourisme de masse, les acteurs autour de la table ne sont pas
très caractéristique de ce qu'on pourrait penser le C'est tourisme vrai. de masse. Moi, tourisme de masse, on peut penser les énormes resorts dans des pays éventuellement qui manquent de l'eau avec des golfs, etc. Ou même encore beaucoup plus proche que nous. Vous regardez à Barcelone aujourd'hui, je crois savoir qu'il y a un mouvement populaire très très fort pour arrêter, entre guillemets, l'invasion de touristes plutôt même britanniques, avec toutes les nuisances d'alcool, de bagarres, de dégradation. Donc le tourisme de masse, là, c'est... Et alors sur la question, est-ce compatible? Tout est un problème d'échelle. Bon, je pense qu'on ne peut pas répondre. Voilà, d'équilibre. Donc sur une échelle de 0 à 10, c'est une question de mesure. Mais indiscutablement, des rassemblements populaires en très très grand nombre dans des endroits de la planète, c'est pas forcément bon parce que alors, mais aucun rassemblement populaire et pas de tourisme non plus, c'est pas bon non plus. C'est pas bon. C'est pas bon pour l'économie. Ça, c'est une opposition entre écologie et économie. Véritablement, il faut trouver un juste milieu. Mais je sais pas, il y en a qui connaissent ça mieux que moi, mais les problèmes de l'eau qu'on voit dans des endroits, appétit, je pense au Maroc, je crois qu'il y a des problèmes d'eau au Maroc, puis on fait des golfs parce que vous avez des hôtels avec 400, 500 chambres, bon voilà. Alors après, peut-être que les phénomènes de compensation, tout à l'heure je disais un petit peu en provocation, parce que la compensation, en fin de compte, c'est pas se faire plaisir et s'acheter un droit à polluer. Alors oui et non, quand Julien explique que c'est vrai que replanter des forêts, si ça permet de minimiser, de complètement neutraliser tout ça, oui, bon, bah c'est très très bien. Mais quand même remarquer que le fait de planter des forêts, tu récupères des crédits carbone. Quand tu le fais correctement, c'est-à-dire avec une promesse réellement réalisée, il te faut utiliser des labels internationaux qui vérifient que les forêts sont réellement plantées. Nous, on le fait, donc c'est pour ça que je connais un peu le sujet. Et ces crédits carbone, ensuite, effectivement, sont quelque chose qui peut être revendu. Donc c'est un marché, c'est une place de marché. Il y a un fait, marché, hein, bien ça. sûr. Mais ce marché, il est heureux. Je m'explique. Lorsque vous avez un principe de réduction des émissions de CO2, vous avez deux structures à qui on dit, ben voilà, il faut baisser chacune de 20%. Si une baisse de 10 et que l'autre baisse de 30, celle qui baisse de 30 peut vendre ses crédits carbone à l'autre de manière à avoir réellement réalisé 20. Et on voit bien qu'on a effectivement bien réalisé une économie de 20 alors qu'il y a eu un transfert de crédit carbone. Donc la vente de crédit carbone n'implique pas nécessairement un droit à polluer. Au contraire, on a bien réalisé l'économie de 20. C'est comme ça qu'en réalité ça fonctionne. Par contre, si, comme nous le faisons nous dans le cadre de la Fondation de Salut de Bâtisseurs que nous avons créée, si ces crédits carbone sont détruits, ben là vous marquez deux fois le but. C'est-à-dire que non seulement vous avez réalisé l'économie, mais en plus vous n'avez pas retransféré ce droit entre guillemets à polluer à un tiers. Conclusion, vous avez gagné deux fois. D'accord. Alors Julien, on mesure ça comment réellement ? Oui, je pense que c'est important ce que disait Alain. En fait, tout est une question d'équilibre et je pense qu'aujourd'hui, on est en plein changement d'échelle, mais aussi de culture du tourisme durable. Donc, bienvenue Emmanuel au club, parce que je pense qu'en effet, tous les opérateurs de voyage et au-delà, de manière générale, toutes les entreprises, tous les citoyens sont invités à s'associer à ce mouvement-là. En 2002, les Nations Unies avaient décidé de faire de l'année 2002 l'année internationale de l'écotourisme. Alors ça a eu le grand mérite de mettre à l'honneur, de mettre en avant les pionniers, mais ça avait eu le défaut de borner un petit peu ces engagements du tourisme responsable à un type de territoire, souvent les espaces naturels, un type d'acteurs, souvent les tours opérateurs d'aventure. Et je pense que c'est heureux que les Nations Unies ont remis à l'honneur le tourisme cette année, en 2017, mais en l'intitulant Année internationale du tourisme durable pour le développement. Et en invitant tous les types d'acteurs, tous les types de destinations, tous les types de territoires, toutes les formes de voyage à s'investir pour maximiser leur impact, c'est-à-dire réduire l'impact négatif et augmenter l'impact positif. Et ça peut se décliner à l'image des grands clubs, à l'image du tourisme de masse. Et je pense qu'il y a vraiment un exemple assez fameux dont je peux témoigner. Emmanuel parlait des golfs au Maroc. Je faisais partie du jury des trophées Maroc du tourisme durable l'année passée et on a primé les golfs de Marrakech. Moi, je suis issu des réseaux les plus radicaux du tourisme historiquement. J'ai commencé ma carrière au ministère du Tourisme à l'époque où l'État s'intéressait beaucoup à ces questions de tourisme durable. Et c'est vrai que par facilité, on a souvent attaqué les golfs dans les milieux arides. C'est pas pour rien que ça a été inventé en Irlande. Et voilà. N'empêche qu'aujourd'hui, le Maroc a pris de l'avance sur la France ou sur des pays comme l'Espagne où il y a 400 golfs.
Au Maroc, aujourd'hui, il y a 40 golfs. Et ben, à Marrakech notamment, les 9 golfs de Marrakech ne sont plus arrosés que par les eaux usées retraitées. Ils ont même participé au financement de l'assainissement de la ville. Donc, je veux dire, il y a peut-être d'autres questions qui se posent sur l'usage du golfe à Marrakech, mais en tout cas sur la principale externalité négative qui était pomper de l'eau, ils y ont répondu. Donc aujourd'hui, je parle de changement de culture et ça, c'est assez frappant. Il y a d'autres exemples Oui. Tout à fait. C'est-à-dire, je trouve que le mot tourisme de masse ne convient pas. En fait, la problématique, c'est encore une fois une question d'équilibre et de choix, d'arbitrage. Lorsque, il vaut mieux donc dans ce cas parler de tourisme à volume. Le problème, c'est mettre trop de volume à un endroit qui n'est pas fait pour ça, qui n'est pas adapté pour ça. Lorsque vous créez ce type de phénomène, vous déséquilibrez un état de vie, un état économique, un état écologique, et c'est ça qui peut poser un problème. Mais si le lieu dans lequel vous créez cette activité à volume est organisé, structuré, pensé en amont, c'est pas un obstacle. Donc on pourrait tout à fait rendre compatible ce qu'on a appelé le tourisme de masse, mais que je préfère appeler le tourisme à volume, avec le développement durable ou le tourisme durable. C'est pas un souci, il faut juste l'anticiper et le créer. Malheureusement, c'est ce qui n'a pas été fait dans le passé et qui a conduit au désordre qu'on a pu constater. Alors, est-ce que c'est de qui la poule ou de l'œuf qui finalement est responsable du désordre? Est-ce que c'est les voyagistes qui amènent du volume? Sont-ce les territoires ou les autorités locales qui ne gèrent pas ces volumes? Comment ça se passe? Les deux, je pense. Les deux, là, je regardais même encore dernièrement un reportage sur la ville de Saint-Tropez, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur la bagarre entre les deux maires. C'est entre une vingtaine d'années, où on voyait Saint-Tropez avant avec les terres agricoles et puis maintenant le bétonnement. C'est pareil en Espagne. C'est un problème de mesure, comme dit Alain. Voilà, donc il y a des territoires qui veulent avoir les fruits économiques de l'arrivée de touristes. Bien évidemment, nous, on veut avoir les fruits économiques de l'envoi de ces touristes. Après, si tout est bien préparé en amont, ça ne posera pas de problème. Mais en règle générale, alors, aujourd'hui, il y a une prise de conscience, mais c'est vrai qu'il y a 30 ou 40 ans, si on prend le bétonnement du littoral, il y a des endroits... Voilà, bon. Des déchets, pas de centre de traitement des eaux usées, et donc on relâchait tout ça dans la nature. En fait, on a toujours voulu faire de l'argent facile, c'est-à-dire profiter de ce qu'on appelle la manne touristique, en se fermant les yeux sur les méfaits que ça allait par dérivé occasionner sur place. Alors Maldives, des investissements, marché chinois, par exemple. Enfin, ça c'est encore autre chose, ça. Mais les investissements d'infrastructures qui rendaient finalement ce volume compatible par rapport à la zone dans laquelle on se trouvait n'ont pas été faits. Et c'est ça qui a provoqué ces désordres. Non, puis on apprenait. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que tout ça était extrêmement dépendant du développement du transport aérien. Il y a 40 ou 50 ans, les voyages dans le monde, alors, Christian, tu sais peut-être, enfin, c'était réservé, voilà, c'était réservé à une élite. Voilà, c'était réservé à une élite. On a multiplié par 60. Voilà, aujourd'hui, aller à l'autre. Voilà, aujourd'hui, aller à l'autre bout du monde. Alors, on peut s'en réjouir parce qu'il y a l'accès au voyage. Je sais pas si on prend même la population chinoise. Si vous prenez les Maldives, les Chinois, il y en avait 500 il y a 10 ans. Ils sont 350 000 aujourd'hui. 5 ou 6 fois plus que les Italiens ou les Allemands qui étaient les premiers à aller aux Maldives. Donc ça, et c'est pas terminé. Mais c'est comme l'arrivée de la voiture en Inde, en Chine. Il n'y avait pas de voiture en Chine. Voilà. Donc ça a été très très lié au développement de l'avion. Je ne sais pas si aujourd'hui on commettrait encore, entre guillemets, les erreurs qui ont été commises il y a 30 ou 40 ans. Je pense notamment au bétonnement du littoral. Voilà, c'est au développement non mesuré d'un tourisme qui, en fin de compte, fait du mal. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a une conscience mondiale qui fait que aujourd'hui, ça s'étudie, ça se prépare et qu'il y a des développements plus harmonieux. D'accord. Et en même temps, comme les volumes étaient quand même beaucoup moins importants qu'aujourd'hui, ça correspondait à une vraie stratégie sur le Languedoc-Roussillon, de concentrer, de massifier sur des secteurs pour justement préserver des zones où il n'y aurait pas du tout de touristes. Je pense qu'aujourd'hui, les volumes sont tels qu'il faut essayer de les disperser au maximum et les déconcentrer. Mais on a aussi besoin des scientifiques. Il y a de plus en plus de scientifiques qui travaillent sur les capacités de charge des territoires. Et il y a des endroits où un touriste par an, c'est peut-être déjà trop. Il faut être capable de le dire et de le mesurer.
Et peut-être que c'est pas inéluctable. C'est-à-dire peut-être que cette situation peut évoluer. Il faut que les autorités locales, les pouvoirs locaux se réunissent, travaillent, aménagent, encadrent, légifèrent sur la manière dont on pourrait développer ce tourisme dans des endroits où peut-être aujourd'hui c'est pas prêt. Et puis il y a des endroits où 10 000 touristes par jour, ça peut être tout à fait responsable parce qu'on a organisé, on a équipé, on a encadré, on a formé, on a associé les populations à bénéficier des retombées et ça peut être complètement responsable. Oui, Christian. Je crois qu'il faut aussi positiver. Il y a un sociologue qui disait le tourisme, c'est un pèlerin qu'aucune foi n'anime. C'est-à-dire que le touriste, et c'est ce qui a échappé aux professionnels, ne sent plus dans le voyage un sens. Le sens, c'est la découverte de la différence. Ne pas confondre le touriste et le voyageur. Le touriste, il va se reposer, il part en vacances. Le voyageur, il va découvrir. Et le voyageur, il cherche le sens. Et le tourisme durable, c'est la valeur ajoutée de l'avenir. C'est-à-dire, c'est ce qui peut donner du sens à des voyages parce que, par plus d'authenticité, par plus de prise de conscience. Et là, les professionnels, je parle des professionnels, ont une grande carte à jouer dans ce domaine-là. Parce qu'il y a tout à construire dans cette thématique-là. Il y a beaucoup de choses à construire. Et il y a un public qui ne le dit pas encore, mais qui potentiellement attend. Il l'attend. Il y a une deuxième lecture. Parce qu'on peut aussi imaginer qu'on s'adresse, et je pense que c'est ça l'enjeu, aux vacanciers qui ne cherchent pas forcément du sens dans leur voyage. Si on veut dépasser la niche, ou même si cette niche augmente, je pense qu'il faut aussi montrer le bénéfice client de tous ces engagements-là. Donc j'avais l'exemple souvent que j'utilise, qui est le Club Med, qui par philanthropie a aidé des coopératives maraîchères à développer une activité. Et puis c'est dit que ce serait quand même cohérent si les clubs, à proximité de ces maraîchers, achetaient les produits locaux. Ça a été quand même un gros effort du service développement durable du Club Med, de former les acheteurs locaux, de faire évoluer les appels d'offres. Mais le résultat pour le client, c'est qu'en fait, on mange bien, c'est bon parce que c'est frais parce que c'est local, et c'est issu d'une filière en effet intégrée au territoire. Et je pense qu'on peut aussi parler au client sur son nombril, enfin le bénéfice client de tous ces efforts qui sont faits en back-office. Alors justement, on parlait du client. À quoi il ressemble le client qui a de l'appétence pour acheter des voyages labellisés ou certifiés ou qui annoncent clairement leur choix durable? Aujourd'hui, puisqu'on regarde l'environnement donc d'ATR, aujourd'hui ce client, il est beaucoup randonneur, trekker. Il est aussi client itinérant sur des voyages, ateliers du voyage ou voyageurs du monde ou comptoir des voyages, et pas nécessairement randonnée et trekker, même si c'est le creuset de la naissance d'ATR était là. Et petit à petit, il est en train de venir, et j'espère davantage, vers ce qu'on a appelé tout à l'heure le tourisme de masse ou le tourisme de séjour. Et là, bien sûr, avec dans le mode et l'organisation d'ATR, ce qu'on a appelé des tiroirs précis, définis, leur permettront de correspondre à leur métier et à ce nouveau métier qui rentre là-dedans. Donc, on voit bien qu'on est passé d'un tourisme de niche à quelque chose d'un peu plus important avec le voyage itinérant. On est dans le trekking, on est passé au voyage itinérant, au circuit, et puis on va aller nécessairement vers aussi ce qui fait l'essentiel du nombre des touristes, c'est-à-dire le tourisme de séjour ou le tourisme à volume, avec bien sûr des critères qui seront différents à respecter dans le cadre de ces process de labellisation. Donc je dirais qu'après avoir démocratisé le tourisme, maintenant le tourisme durable est en train lui-même aussi de se démocratiser et d'arriver sur l'ensemble des systèmes. D'accord. Maintenant, il y a, je termine juste sur un petit point, on a trop souvent tendance à lier seulement l'aspect durable à des phénomènes écologiques ou à des problématiques liées effectivement à la suraccumulation de population à un endroit. Mais vous savez, qu'est-ce que ça veut dire finalement durable? Durable, c'est quelque chose qui doit s'installer dans une continuité et ne pas se retrouver juste dans la configuration de moi touriste ou moi société touristique ou tour opérateur, je prends. Il faut aussi restituer. Et je veux venir par exemple sur des exemples de... vous savez, il y a beaucoup de choses que finalement nous ne vendons pas dans un voyage. Quand on regarde bien, les clients sont sur place et dépensent. Évidemment, lorsque vous rentrez dans un univers clos, où toutes vos dépenses sont faites dans ce même endroit, et l'ensemble est intégré,
le pays reçoit finalement peu de choses à côté de le simple achat de la prestation touristique. Lorsque les gens se promènent, s'arrêtent, vont manger dans des restaurants, vont acheter des choses dans des boutiques, etc., ils déversent sur place des revenus qui sont captés donc par la population locale. C'est un point qui est très important et qu'il faut intégrer. Deuxième élément, il y a le choix de la fiscalité. On n'en parle jamais, mais c'est un point crucial. Un pays se développe par des infrastructures. Pour avoir des infrastructures, il faut un budget de l'État. Et il faut que ce budget soit conséquent et suffisant. Et pour que ce budget soit suffisant, il faut que l'État puisse lever les impôts. Il est aussi de notre responsabilité dans ce domaine-là de décider où est-ce qu'on va payer l'impôt. Et donc où on va matérialiser les résultats. Parce que l'impôt, c'est quoi? De la taxe, en général de la TVA, sur les produits, et aussi de l'impôt sur les bénéfices. Donc si on laisse les bénéfices locaux, ils subiront l'impôt et l'argent ira dans le budget de l'État du pays. Si on rapatrie les bénéfices, ça ira dans le budget de la France. Donc là, de nouveau, il y a un choix et c'est un arbitrage. Tu peux en avoir besoin aussi par ailleurs. Mais là, de nouveau, si vous voulez, vous avez encore des situations dans lesquelles il faut arbitrer et se poser la question à chaque fois. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené, vous Non, moi, je revenais à l'intérêt des clients. Je comprenais que ça avait commencé, j'ai envie de dire, par des purs et durs, et souvent dans le monde du trek. Et au CETO, là, au cours de cette année écoulée, on va lancer bientôt un label qui s'appelle Vatol, et ça avait commencé par une enquête client. Et là, je vous prends tous les deux à contribution parce que je suis pas sûr de mes souvenirs, mais presque. Je pense qu'on avait fait une étude des demandes aux clients de ce qu'ils attendaient des tours opérateurs, et ces questions avaient été posées, je crois, aux bases de données des voyageurs d'Air France qui avaient bien voulu nous prêter, et de vente privée, si je ne dis pas de bêtises. Donc, deux bases de données très très lourdes, vraiment une très très grosse enquête. Et je le reprenais, je ne sais plus, en le relisant, puisqu'on sort de notre comité exécutif dernièrement. Et de mémoire, les clients, ils portaient un intérêt. J'avais été étonné par le très haut score. Hein. À 60 ou 70% des clients attendaient d'un tour opérateur un engagement durable au sens large du terme. Donc, et c'est vrai que ça m'avait étonné. Parce que, très honnêtement, là-dessus, je n'ai pas de conviction. Vous savez, d'un côté, on se dit toujours que le client, il veut tout, mais il n'est jamais prêt à payer. Donc, sur l'engagement des clients vis-à-vis du tourisme durable, j'avais des vrais doutes, parce que j'avais des vrais doutes. Il semblerait que les chiffres me donnent tort là-dedans, et que, en tout cas, aujourd'hui, ça soit vraiment devenu une attente d'une très très grande majorité. Et là, à un niveau très large, là, on n'est plus une attente d'une grande majorité de consommateurs. Alors, j'avais une question sur la chaîne qui lie tous les acteurs, parce que cette chaîne, elle est énorme. Ça va du citoyen, du maire, de la région. Enfin bon, c'est comment on va s'y retrouver. Christian citait, quand je vous ai interviewé, Christian, vous m'aviez cité le cas de l'UNESCO, qui, avec la volonté justement de préserver les sites naturels, ou pas, ou immatériels, pouvait aussi dégrader l'environnement d'un site. Vous pouvez élaborer un petit peu là-dessus? Parvenir à l'objectif contraire de ce qui a été prévu initialement. Ouais. L'UNESCO attribue des labels patrimoine mondial de l'humanité. On en est à près de 1000 dans le monde actuellement. Je vous interromps, ça c'est une démarche durable. Alors, pour eux, ou pas? Non, en tout cas, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. D'accord, ok. Donc ça n'a rien à voir avec une démarche durable. Sauf autre chose. Sauf que comme il n'y a pas de coopération entre tourisme et culture, l'UNESCO, il y a quelques petits arrangements entre amis. Hein. L'UNESCO décrète en Chine les rizières en plateau patrimoine de l'humanité. Ça libère une médiatisation énorme. Il y a des milliers de touristes qui y vont. Tant d'encore, ils sont passés de 20 000 touristes à 4 millions. Mais sans donner le mode d'emploi. Mm-hmm. C'est-à-dire ce sont des pays fragiles. Ce sont des environnements très fragiles. Nous, on peut se permettre de parler de développement durable en France parce qu'on a des structures qui protègent. Mais dans des pays comme ça,
Il n'y a pas de structure de déchets, de routes, d'infrastructures, etc. Donc il y a des milliers de touristes qui arrivent dans des sites qui ne sont pas prévus. Et par exemple, en Chine, dans ces rizières, les touristes sont arrivés. Les Chinois, qui sont pas cons, ont dit tiens, il y a une aubaine là. Et les paysans qui cultivaient leurs rizières, ils ont commencé à faire du taxi, de l'hébergement. Et ils abandonnent un peu au fur et à mesure leurs rizières. Ce qui fait que l'objectif qui était la découverte de ce site extraordinaire va devenir presque un musée au bout d'un moment. Parce que l'UNESCO n'a pas protégé ce site sur le plan économique, sur le plan environnemental. C'est tout ça qui fait qu'il y a beaucoup de champs d'investigation du tourisme, comme Bali, qui restent complètement piétinés parce qu'il n'y a pas de prise de conscience. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette prise de conscience, qu'elle ne soit pas du côté des clients directs, je comprends, mais qu'elle ne soit pas du côté des praticiens, des professionnels, là c'est plus difficile à comprendre. Alors, qu'est-ce que nous... Allez-y. Ça, c'est un sujet hyper compliqué. Ça, c'est terrible comme sujet, parce que on en revient même aussi, par exemple, tu parlais tout à l'heure des soutiens que vous apportez aux populations locales, mais on peut aussi s'émouvoir de populations locales qui, 10 ans après ou 20 ans après, font tout un business de ça, et on est déçu de savoir que vous avez des peuples, pour la photo, ils enlèvent tous la montre, et ils planquent l'iPhone ou j'en sais rien, et encore, ça, c'est peut-être pas des dérives très... ça, c'est hyper compliqué. Alors, sinon, il faudrait faire quoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait rester en autarcie? Très, très compliqué. Une grotte de Lascaux en 3D dans le monde entier? Pompéi, Réalité virtuelle, c'est quoi la réponse? Il y a 50% du site qui a été fermé à cause de dégradation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de mode d'emploi de la visite. Oui. Il n'est pas question bien sûr, oui, non, mais il y a mais de donner quelques précautions quand même par rapport à un tourisme. En Égypte, ils ont... Oui, Lascaux, on ne visite pas Lascaux. Il y a voilà. Et c'est en ça que le tourisme a un petit côté structurel autodestructeur. Pourquoi? Parce que effectivement, plus on envoie de volume, encore une fois sur des zones fragiles, plus on les détruit. Bon. Donc comment rééquilibrer ça? Je ne sais pas si c'est un sujet développement durable. Je ne sais pas. Parce que là c'est un sujet. Là, en l'occurrence, il est terrible parce que au-delà de ça. C'est l'UNESCO qui dit, écoutez, ici c'est magnifique. Voilà, en gros, c'est... voilà. Donc, quelque part, en raisonnant par là, c'est un peu simpliste, mais de dire, bon non, attends, on va surtout pas dire que là, il y a... mais... c'est un mode d'emploi. Ça n'a rien à voir, mais je rigole. Clairement, il y a beaucoup de programmes de coopération qui se mettent en place. C'est vrai que la France, en tant que première destination touristique mondiale, on est beaucoup sollicité pour exporter notre savoir-faire parce qu'on a mis en place des parcs naturels, on a mis en place des dispositifs, des aménagements, et on voit quand même que c'est en train d'être régulé. Alors, on n'est peut-être pas toujours au niveau, mais en tout cas, il y a une régulation internationale du phénomène touristique qui est en marche, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors là, on n'est pas toujours au rendez-vous. Après, ce que je constate aussi, c'est qu'on médiatise beaucoup le cas de Barcelone, on en parlait tout à l'heure, ou de Venise. On fantasme un peu dessus. Les cas sont quand même encore assez rares de surfréquentation, parce qu'il y a beaucoup de fois où en fait c'est bien aménagé, c'est bien géré. Après, il y a quand même des moments où ça sature. Après, Barcelone, d'ailleurs, c'est pas forcément un problème d'infrastructure. Exactement. C'est un problème comportemental d'un tourisme. Et de tolérance. Non, et de démocratisation du tourisme qui font. Mais quand vous prenez l'avion, ma sœur est hôtesse de l'air. Il n'y avait pas d'incident dans les avions il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a tellement de millions de personnes qui voyagent que quand vous reprenez, ils ont une journée de cours de self-défense pour pouvoir maîtriser des trucs parce que, il y a un accès. Christian et moi avons pris un grand risque, c'est-à-dire que nous allons manger des spaghettis tous les deux avec une chemise blanche filmée en direct. Donc tout de suite, je demande à ce que ça soit coupé. Mais vous pouvez mettre vos serviettes sur vos quand même pas. chemises, Attendez, ne vous inquiétez pas. On est filmé, on ne va pas être les deux seuls. Donc là, tous les deux, vous n'allez pas faire play. C'est aussi une question de choix, tu vas dans le menu, faut faire attention. J'avais pas anticipé. C'est la bonne nouvelle. Parfait.
Alors, je crois que nous allons arrêter maintenant. Nous reprendrons... Non, on va reprendre. On va faire un numéro 2. On va faire un numéro 2 parce qu'Emmanuel a préservé sa chemise. Donc, c'est bien. Merci. ATR, donc c'est un logo fiable. 22 tours opérateurs. 50 dans 3 ans. Donc, mesdames, messieurs les agents de voyage, n'hésitez pas à en parler à vos clients. Et nous, on se retrouve à la table de la quotidienne numéro 24 très très prochainement. À bientôt.